Merci beaucoup, Fardine, pour cette introduction qui nous permet de voir que voilà, nous avons une approche des relations, enfin nous proposons avec vos interventions une approche critique hein, de l'usage du numérique sur les scènes de théâtre et une approche critique aussi au sens où nous attendons aussi de nos amis artistes qui veulent bien donc participer à cette journée, une réflexion aussi, la capacité que le théâtre puisse nous aider à mieux comprendre aussi ce que le numérique fait à nos corps. Euh, voilà, voilà, s'il les efface, s'il les prolonge, s'il les dépasse, et ce que nous allons examiner là dans cette première table ronde, c'est un petit peu ce que les robots, ce qui se passe quand les robots viennent sur scène. Donc, nous allons commencer par Mathilde Gentil en discussion avec Gabriel Gaudin. Donc, Mathilde Gentil, metteur en scène de la Gauche Compagnie, qui propose des œuvres à la croisée des arts vivants et du numérique, avec des créations en milieu carcéral, comme l'Horizon des événements, mais aussi des spectacles comme Minimax, un spectacle interactif entre théâtre et jeux vidéo. Et Gabrielle Gaudin est doctorante en médiation culturelle, en co-tutelle avec Laval au Québec, de Paris 8 et du laboratoire Paragraphe. Et voilà, et elle travaille donc sur les usages, enfin sur les interactions entre théâtre et numérique, et a réalisé déjà un mémoire sur la téléprésence et les mythes de l'ubiquité. Donc voilà, Mathilde Gentil et Gabriel Gaudin, vous nous présentez votre intervention sur les interactions entre jeux théâtral et vidéo. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Bien. Bonjour à tous. D'abord, Mathilde Gentil et moi, nous tenons à remercier les organisateurs Sophie Géel et Fardine Mortazavi pour cette journée d'études qui sera, nous en sommes certaines, riche en discussions et en réflexions. En 2017, j'ai fait la rencontre de Mathilde Gentil dans le cadre du mémoire que je devais rédiger en Master 2 Humanité numérique à l'Université Paris 8. Et je travaillais à l'époque sur les enjeux de communication au théâtre, surtout lors de l'usage de la téléprésence, autant sur l'exercice scénique que sur l'organisation interne des compagnies. Et c'est dans ce contexte que nous avons établi un premier contact lors d'un entretien que j'avais mené auprès d'elle. Pour commencer, Mathilde, avant de parler de ton travail actuel avec la création Minimax qui se tiendra au printemps prochain au Cube, pourrais-tu nous partager l'évolution de ta réflexion sur l'usage du numérique au théâtre dans ta pratique et plus particulièrement sur le fait que tu sollicites et que tu impliques les spectateurs dans l'action qui se déroule sur scène avec les acteurs? Oui. Alors moi, je travaille sur la question de l'interactivité au théâtre, le numérique étant le support et le moyen de cette interaction. Au préalable, je me suis intéressée aux liens qui pouvaient exister entre Internet et le spectacle vivant. Donc par exemple, j'avais commencé en 2015 par créer un spectacle adapté d'une maison de poupées d'Ibsen, donc spectacle qui s'appelait le Bal d'Estenborg et qui se déployait en fait sur Internet avec la création d'un site web, avec une vidéo interactive et des réseaux sociaux numériques fictifs des personnages. Donc en fait, le spectateur plongeait déjà dans l'histoire, venait comme outillé et ensuite assistait à la résolution du drame au théâtre, mais aussi en direct live sur une plateforme qui s'appelait Mosaïka TV et qui avait été créée par l'artiste numérique Yvan Chabanot. Cette première création, en fait, elle m'a permis de toucher du doigt de qu'est-ce que ça pouvait être le spectacle vivant en live et quelles pouvaient être en fait ses limites. Et pour moi, l'une de ces limites avait été que la passivité face à l'écran ne fonctionnait pas dans ce type d'expérience et qu'en fait, pour Internet, il fallait une interactivité, il fallait comme un dialogue parce qu'en fait, Internet propose ça. Le like, le commentaire, le partage, une parole libre, tout du moins avant la colonisation des espaces numériques par le capitalisme, on va dire. Donc,
On a mené une recherche en 2016-2017, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, sur comment proposer différents types de performances qui allaient s'intéresser à la communication par réseau interposé entre une équipe artistique qui serait dans un lieu et des spectateurs qui seraient éclatés géographiquement et donc connectés à des plateformes. Aussi de réfléchir comment est-ce que la plateforme numérique pouvait induire des modalités spécifiques d'écriture technique et dramaturgique. Oui, justement, à cette époque-là, en 2016-2017, j'avais également participé à un atelier de formation Artec sur la téléprésence avec le metteur en scène Julien Brun à l'ENAD. Et il expliquait que l'usage de toute pratique numérique qui était portée à la scène ne dépendait finalement pas de l'envie seule du metteur en scène, mais plutôt de la nécessité d'un texte à utiliser ce tel type de dispositif numérique pour raconter une histoire. Dans le cas précis de Minimax, est-ce que tu pourrais nous partager un peu comment l'adaptation du roman Le Tri solaire de Philippe Cadic t'a amené à développer un dispositif numérique pour interagir avec les spectateurs pendant la représentation? Oui, alors je pense que cette réflexion de Julien Brun, c'est une réflexion vraiment de metteur en scène, dans le sens où, par exemple, pour moi, les arts numériques proposent une expérience sensible et raconte une histoire, même si la forme ne va pas déployer une fable au sens traditionnel. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, pour le coup, je viens du théâtre, je suis comédienne au départ. Donc, il y avait, à la suite de ce projet de recherche sur différentes formes et performances qui étaient vraiment, pour le coup, induits par la technique, il y avait le besoin de s'accrocher à une histoire, le besoin de développer des personnages, le besoin d'avoir une action, et aussi le besoin de mener plus loin la recherche entre théâtre et jeux vidéo, parce que la question de l'interactivité, hein, elle pose au bout d'un moment la question du jeu et l'interactivité au numérique, la question du jeu vidéo. Donc, j'ai eu une intuition à ce moment-là sur le fait d'aller creuser du côté de la science-fiction, peut-être parce que c'est l'un des seuls genres littéraires qui propose une réflexion sur la place et la fonction de la technologie dans une société donnée. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment découvert Cadic. Donc, évidemment, je connaissais les œuvres, mais là, j'ai commencé vraiment à le lire avec attention et je suis tombée sur Le Tri solaire. Et là, c'était la révélation, on va dire. Le Tri solaire, en fait, c'est son premier roman publié qui a été écrit en 1955. Et en fait, il écrit dans ce roman, il décrivait exactement le dispositif technique sur lequel j'étais en train de travailler, à savoir un dispositif de téléprésence, un dispositif de stratégie collective et de communication à distance par réseau. C'est-à-dire que dans ce roman-là, il n'y a plus de société démocratique. Le dirigeant du monde est tiré au sort par une loterie d'État et ensuite est désigné un mercenaire public pour aller assassiner ce nouveau dirigeant. Et il se trouve que dans le roman, ce fameux mercenaire public est un robot, donc un drone tueur, piloté à distance par une équipe de techniciens. Voilà, c'était exactement l'histoire dont la recherche technique qu'on menait à ce moment-là avait besoin. Et pour justement mener cette stratégie collective du robot tueur, ta réponse a été finalement de faire l'usage du Minitel en tant que dispositif d'interaction avec les spectateurs. Comment justement le Minitel influence-t-il ton écriture du récit dramatique et aussi l'écriture scénique dans ta création Minimax? Et si je peux rajouter juste une petite question peut-être sous-jacente, par quels moyens parviens-tu à l'immersion et à l'incarnation des spectateurs dans l'univers fictionnel pour les emmener à faire évoluer le cadre scénaristique qui est préétabli par la fiction? Le Minitel, qui est donc vraiment l'espace technique du jeu, parce que donc c'est un spectacle entre théâtre et jeux vidéo ou rétro gaming. À partir du moment où ça se déploie sur cet objet-là, on est sur une typologie de jeu qu'on peut qualifier de rétro gaming. En fait, ce choix-là, il est le résultat d'un long processus de recherche et de création qu'on a mené
en partenariat avec le Ludomaker, qui est un Fab Lab de l'Université Paris 13, donc dédié à la création de jeux, donc plutôt de création de jeux de plateau. En tout cas, j'ai travaillé avec un game designer qui m'a vraiment aidé à poser les fondements de l'expérience que je voulais proposer aux spectateurs joueurs. Et à partir de là, on a déployé toute l'écriture scénique et technique, évidemment, par un fonctionnement d'itération et de crash test, exactement en fait comme dans la création d'un jeu, c'est-à-dire on pose un premier postulat, on fait ce qu'on appelle un POC, une Proof of Concept, désolé pour l'anglais, on voit ce qui marche pas, on réécrit et on adapte et on réajuste, etc., pour répondre en fait à ce cahier des charges que j'avais posé, c'est-à-dire un jeu au théâtre, le théâtre d'un jeu au moyen du numérique adapté d'un roman de science-fiction. Le Minitel, c'était parfait, puisque en fait, c'est un objet qui est rétrofuturiste. C'est un futur qui a déjà échoué. C'est une technologie qui a été une rockstar des télécommunications, mais qui aujourd'hui est rangée dans les greniers de nos grands-parents. Et tout ça, c'était parfait pour l'adaptation d'un roman de Cadic. Et d'autant plus, en fait, aujourd'hui, où on est dans une course effrénée à l'innovation et aux technologies, je trouvais ça formidable et indispensable de mettre en scène cet outil-là, et que ce soit low-tech, et que ça nous pousse aussi à avoir une réflexion sur l'obsolescence programmée, sur ces objets qu'on acquiert et puis qu'ensuite on jette, qu'on ne répare plus. En l'occurrence, les Minitel, ils fonctionnent encore, on en trouve plein sur le Bon Coin, et on peut en faire des choses, des œuvres artistiques, par exemple. Et je trouvais ça aussi intéressant de proposer un détournement de l'objet, du hacking, ce qui est une démarche clairement dickienne. Et je pense justement que tu as une citation qui illustre un petit peu ce que tu viens de dire. Oui, alors Philippe Cadic, dans un essai en 1972, a écrit si, comme il me semble, nous sommes en passe de devenir une société totalitaire dans laquelle l'appareil d'État est tout-puissant, l'éthique la plus importante pour la survie de l'individu véritablement humain se résumerait à tricher, mentir, s'esquiver, faire semblant, être ailleurs, falsifier, construire des gadgets électroniques plus perfectionnés dans son garage afin de damer le pion aux gadgets des autorités. Voilà, je trouvais important de vous partager cette citation dans le cadre de ce colloque et dans le cadre de ce que nous vivons actuellement. Et pour revenir à ma question sous-jacente par rapport à l'immersion et à l'incarnation des spectateurs dans ton système de jeu. Oui. L'immersion et l'incarnation Alors, ce qu'il faut déjà poser, c'est que le spectateur, il a un rôle dans cette histoire et dans ce spectacle. Il est ce fameux mercenaire public chargé d'aller assassiner le nouveau dirigeant. Donc, on a vraiment travaillé sur l'idée d'une expérience qui soit collective, c'est-à-dire que c'est un groupe de spectateurs qui se retrouvent en présence, ensemble, face à chacun des postes de contrôle. Donc, les Minitel, on les appelle comme ça, des espèces de postes de contrôle. Et donc, l'immersion et l'incarnation, elle se fait par le biais d'une réflexion, d'un échange collectif, dans l'idée peut-être de déployer une stratégie. Je mettrais beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, au final, quand on veut mettre en scène un jeu ou avoir un jeu au théâtre, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre interactivité et narrativité. En gros, plus je laisse d'espace au jeu et donc à la stratégie, plus je réduis la question de la fiction et de l'histoire, et inversement. Donc c'est un peu un équilibre qu'on a cherché à avoir. Et en l'occurrence, pour cette immersion, on a vraiment travaillé exactement comme dans la conception d'un jeu sur une plongée progressive à l'intérieur de l'histoire et dans la prise en main de l'outil et du spectacle. Du coup, Gabriel, tu peux peut-être montrer, on a filmé très rapidement quelques images des Minitel, donc le tout début, pour que vous puissiez voir un petit peu ce dont il s'agit. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes du spectacle et de ce qui se passe sur les Minitel. Ce que vous pouvez voir là, dans un premier temps, c'est le tutoriel. Donc en fait, quand vous arrivez, vous allez devoir juste comprendre ce qui vous arrive, et on vous accompagne là-dedans. Donc on vous
On vous présente la machine, comment elle fonctionne, le clavier, et c'est aussi ça qui a été assez déterminant dans le choix du Minitel, c'est-à-dire que c'est un outil qui est très simple à prendre en main. C'est-à-dire que nous, le jeu, il fonctionne avec 3 touches. On n'est pas sur une prise en main technique qui pourrait être compliquée. L'idée aussi, c'est que c'est du théâtre, je crois qu'on a à partir de 12 ou 13 ans, parce que voilà, il y a quand même certaines problématiques qui sont pas accessibles à tous. Enfin, pour les enfants, ce serait compliqué. Mais l'idée, en tout cas, c'est que cette forme, elle puisse être accessible pour tout le monde. Donc, il fallait absolument qu'on puisse jouer et prendre en main le Minitel et encore une fois, le spectacle très, très facilement. Donc, il y a une première partie tutoriel et puis ensuite, un peu plus tard, donc, en alternance, évidemment, toujours avec des scènes de théâtre, les comédiens sont aussi là pour faire le relais et participer à cette immersion dont on parle. Mais ensuite, vous avez une deuxième phase qui est, comme dans les jeux vidéo, la création de votre avatar en tant que mercenaire public. Voilà. On va laisser tourner la vidéo pendant qu'on poursuit l'intervention. Maintenant, j'aimerais aborder avec toi en fait l'expérientialité des corps, surtout auprès des spectateurs dans ta création Minimax. Comment décrirais-tu le pouvoir d'agir qui est défini par Catherine Guédouard et Pierre Abardel par le fait de guider le développement des actions? En fait, déjà, ce pouvoir d'agir, il est donné par le biais de ce dont je viens de parler. La création de cet avatar est vraiment sur en fait, un travail sur l'implication et le rôle de ce personnage spectateur à l'intérieur de l'histoire et du spectacle. On essaye de l'impliquer par ces moyens-là. Ensuite, vraiment son corps, on l'implique aussi vraiment très, très concrètement et physiquement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le Minitel, il est assez central dans le dispositif vu qu'il fait le pont entre la scène et la salle. Il est sur des stèles. Le spectateur est amené en fait à s'approcher, à reculer. Il est debout ou assis. On a vraiment tout un travail d'orchestration, on va dire, de l'histoire et du coup quelque part aussi du corps du spectateur et son pouvoir d'agir. Il passe par là, par une action qui est physique et qui est concrète et notamment par la main. Il s'agit de la manipulation. Et d'ailleurs, dans la conception des jeux, l'une des premières choses qu'on va déterminer, c'est quel est le contrôleur. Avec quoi est-ce que je joue, avec quoi est-ce que j'agis sur l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc, il y a une notion d'action qui va en fait, à l'encontre de la posture naturelle du spectateur de théâtre, qui est la posture de la contemplation, assise dans le noir. Et c'est en ça qu'il y a une orchestration et une manipulation assez forte, on va dire, dans l'écriture scénique, parce qu'il y a une double posture qui est antinomique et qu'il faut, encore une fois, essayer d'équilibrer. Parfait. Donc, on arrive à notre dernier point à aborder dans cette présentation. Dans ton travail, on peut finalement déterminer ce que tu viens de dire, que pour toi, l'usage du numérique devient comme un support à l'initiative du théâtre. Et donc, comment, dans ta création Minimax, génères-tu l'échange entre la scène et les spectateurs à travers ton dispositif du Minitel et comment arrives-tu finalement à attirer et à maintenir l'attention des spectateurs? En fait, tout est écrit. Tout est écrit et encore une fois, c'est orchestré. C'est-à-dire qu'il y a la régie qui, en plus de ça, en fait, la régie, elle est mise en scène, elle aussi. C'est-à-dire qu'on a le Minitel qui fait le pont entre la scène et la salle, et puis en fait, on a la régie qui est un peu la dernière pierre angulaire du dispositif et qui permet l'affichage des différentes étapes de jeu, et puis bien évidemment la régie des médiums traditionnels du théâtre, le son, la lumière, la vidéo. Et en fait, c'est le théâtre qui aussi, donc la lumière, le son, la vidéo, qui permet de diriger l'attention du spectateur. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur la liberté du spectateur à l'intérieur
de ce dispositif où en fait au final on guide tout, on guide son attention, on guide son corps et voilà, et il est aussi dans une histoire qui est écrite. Et c'est vrai que au final, le Minitel, cette machine, ce jeu, c'est un élément qui est central et qui, en fait, on a vraiment travaillé là-dedans dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est la matrice, la voix de l'auteur, et c'est un objet qui est très fort et parfois, on peut se dire qu'il est plus fort que nous. Et que comme si en fait le théâtre devait se rehausser face à la puissance de la machine. Et du coup, c'est là où on se pose vraiment la question de quels moyens nous disposons, nous, scéniquement, pour être à la même hauteur. C'est comme, ouais, un effet de réel. Je pense que quand on voit le Minitel, on se rappelle déjà notre enfance de « Ah, j'avais un Minitel », mais aussi c'est la force de l'écran et du pixel et de ce qui s'y passe. Mais c'est là où on fait appel à une super équipe et voilà, et le théâtre est bien évidemment tout aussi puissant, je l'espère. Voilà. Eh bien, c'était la fin de notre intervention. On vous remercie beaucoup pour votre attention et on va ouvrir la période de débat. On tient simplement à faire un remerciement tout spécial à Thomas Richard, sans qui les images que vous avez vues du Minitel n'auraient pas pu être possibles. Donc, merci beaucoup à Thomas pour son aide. Merci beaucoup Gabrielle Gaudin, merci beaucoup Mathilde Gentil pour cette présentation qui nous a évidemment donné envie d'en savoir plus sur le spectacle, mais ça, nous verrons les questions, nous entamerons une petite phase de débat après avoir entendu l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Donc je vais donner la parole à Geneviève Vidal et à Christian Papillou. Geneviève Vidal, une maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication, maîtresse de conférence HDR à Paris, à l'université Paris 13. Elle travaille, elle a mené un certain nombre d'études sur la numérisation de la société, sur les usages numériques, et s'est tournée progressivement vers les relations entre les arts et les sciences de l'information et de la communication. Elle a organisé, c'est ce qui m'a donné nous a donné la grande envie de l'entendre. Elle a organisé au semestre dernier 2 rencontres en ligne sur le théâtre et le numérique, au Living Lab, au Carrefour numérique, à la Cité des sciences et de l'industrie. Et elle avait déjà précédemment, en 2017, réalisé une journée d'études consacrée à des performances avec des performeurs et puis des robots et des algorithmes. Elle travaille avec Christian Papillou, qui est sociologue à l'Institut de sociologie Martin Luther de l'université Halle-Wittenberg, et qui est sociologue de la science, puisqu'il a travaillé notamment sur les nanomédecines, sur la gouvernance par anticipation et sur la sociologie du don également. Et puis, il a travaillé donc avec Geneviève Vidal sur les arts et le net art. Geneviève, je vous donne la parole. Et si vous voulez bien apparaître aussi en caméra, ça sera… Je vais tout de suite donner la parole à Christian parce que nous avons organisé cette double prise de parole, mais comme précédemment, l'échange, la discussion, c'était vraiment très sympathique de procéder de cette manière. Et on a pensé aussi avec Christian, avec qui on collabore sur les arts numériques. Alors, au début, surtout les arts visuels, et puis on a exploré les arts de la scène. Donc, je donne la parole à Christian. Oui, alors bonjour à tous. Merci pour cette introduction et pour cette invitation. Comme le disait Geneviève, on a collaboré ensemble sur les artistes, plus particulièrement sur les trajectoires professionnelles des artistes, pour essayer de comprendre
en particulier des artistes qui travaillaient au départ dans les arts digitaux et puis progressivement, plus généralement, sur les artistes qui intègrent en fait des dispositifs numériques dans leur travail et dans leur activité. Et on a essayé de comprendre un petit peu à la fois comment se passe cette intégration. Elle n'est pas forcément évidente. Elle fait apparaître aussi des résistances. Tous les artistes ne sont pas forcément d'accord de justement utiliser et intégrer ces dispositifs numériques dans leur pratique. Ce n'est pas quelque chose d'évident, en fait. Pour eux, ça demande un vrai travail. Et de là, on s'est interrogé sur la manière dont ces adaptations, ces appropriations faisaient bouger les artistes, aussi bien au sein des domaines d'activité artistique qu'au-delà de ces domaines d'activité-là, avec des artistes qui, parfois, justement, par ce contact avec ces dispositifs techniques, changent un petit peu de profil, voire pour certains radicalement de profil, se mettent dans d'autres domaines d'activité, exercent une autre activité. Ça a été un des questionnements. Le deuxième questionnement qu'on avait aussi, c'est un questionnement peut-être plus prosaïque sur on pourrait dire, la qualité de vie finalement des artistes, dans cette configuration toujours de ces artistes qui travaillent en lien avec des dispositifs numériques ou qui travaillent sur ces dispositifs numériques. Comment est-ce qu'ils en vivent? Est-ce qu'ils en vivent plus ou moins bien, ou est-ce qu'au contraire c'est difficile? Et là aussi, voilà, on a fait une série d'études là-dessus qui montrent justement un petit peu une variété de profils et surtout pour nous, ce qui était important, une variété de trajectoires, de circulation de ces artistes, comme dit aussi bien au sein des domaines d'activité artistique. On voit des gens qui évoluent d'une certaine manière entre l'art pour l'art et qui vont vers des choses qui sont plus de l'ordre de la représentation, de collectifs artistiques, des gens qui vont plutôt évoluer vers les entreprises, des gens qui vont plutôt évoluer vers les médias, vers tout ce qui est justement mise en forme, participation à l'attractivité justement de certains médias et de ce que font justement les artistes avec ces médias ou ce qu'ils font dans le cadre justement de ces médias, donc la médiatisation, si on veut, du travail artistique. Et voilà, donc c'est un petit peu disons, le résumé de ce qu'on a voulu un petit peu faire. Là-dedans, on s'est aperçu bien évidemment qu'il nous manque dans ces études un regard qui prendrait en charge disons, le côté plutôt institutionnel, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui nous manque encore, c'est-à-dire comment, effectivement, les institutions qui soutiennent ces artistes, auprès desquels ces artistes se socialisent, participent de ces processus-là. Alors, on sait, évidemment, d'un point de vue théorique, que ce n'est pas une relation qui est forcément facile, mais que c'est une relation qui est nécessaire naturellement aussi bien pour les artistes que pour ces institutions-là, pour des raisons qui sont liées à la légitimité de ces pratiques, naturellement, à leur inscription aussi dans la société, pour des raisons qui sont aussi liées à la légitimité de ces institutions elles-mêmes. C'est clair qu'elles ne vivent pas comme ça dans l'abstraction, elles sont aussi dépendantes d'artistes qu'elles veulent aussi soutenir, qu'elles peuvent soutenir. Ça légitime aussi leur rôle institutionnel, ça légitime aussi leur pratique institutionnelle. Mais évidemment, il y a naturellement entre la manière dont ces médias technologiques sont intégrés dans les pratiques artistiques et la manière dont ils sont intégrés au niveau des institutions, il y a de grandes différences et souvent on a pu remarquer, même si on n'a pas vraiment approfondi, on n'a pas vraiment encore étudié, on a pu remarquer parfois on pourrait dire des fossés qui se créent justement entre ces artistes et ces institutions et qui nourrissent la précarité de certains artistes, comme par ailleurs ça peut au contraire aider d'autres artistes à les pousser vers une forme
à leur donner une forme de visibilité, à les pousser, je dirais presque vers une forme de célébrité d'une certaine manière, quoi. Donc, mais voilà, mais ça c'est tout un volet qui est pas encore, pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment encore étudié, qui naturellement qu'on aimerait bien étudier pour compléter un petit peu nos études. Voilà, je crois que j'ai fait mes 10 minutes, donc je passe la parole à Geneviève. Merci Christian. Donc tu as effectivement présenté ces années de travaux ensemble. Donc vous voyez, on a en permanence eu le souci de croiser donc, nos deux regards, Christian qui est sociologue et moi du point de vue des sciences de l'information et des communications. Donc je vais vous présenter, attendez, je vais partager voilà, ça. Donc voilà, donc je vais poursuivre pour vous présenter donc les enjeux. Hein, alors avec les travaux qu'on a menés avec Christian et du point de vue des sciences de l'information et de la communication, donc les enjeux de l'innovation. En particulier. Donc, après nos travaux sur les arts numériques, donc essentiellement visuels, comme je vous le disais, donc nous explorons encore aujourd'hui donc les arts de la scène. Et je remercie encore Sophie Géel de son attention à ce sujet, puisque avec ce projet exploratoire au Carrefour numérique, donc sur les arts de la scène et en prise hein, avec ou sous injonction numérique. Voilà, nous avons organisé ces rencontres que je vous présenterai dans un tout petit instant. Donc, je vais juste quand même vous donner quelques éléments aussi de ce dont parlait Christian. Donc, on a considéré notamment l'innovation ouverte qui implique les artistes. Voilà. Donc, on l'a étudié dans le secteur des musées et aussi des bibliothèques, parce que certains représentants des bibliothèques nous ont rejoints lors de l'enquête. Donc, c'était en 2018-2019. Et nous voulions cerner si l'innovation ouverte, caractérisée, juste pour quelques éléments de définition, donc par le décloisonnement et la collaboration entre acteurs, ne travaillant habituellement pas ensemble, donc avec des artistes, entre autres, et pour tenter une co-création avec des compétences diverses. Et donc, on voulait cerner donc, si ça changeait ou maintenait les pratiques professionnelles au sein des musées. Alors, l'analyse a permis d'identifier l'innovation organisationnelle, le travail collaboratif, le rôle des publics pris dans un nouveau type de relation au musée. Alors, on peut retenir le secteur patrimonial hein, prioritairement centré sur l'implication des publics avec le participatif numérique. Alors, ces travaux-là sur l'innovation ouverte s'inscrivent dans une dynamique de recherche hein, qu'évoquait Christian, qui considère aussi une étude sur les artistes en laboratoire de recherche. Et ça a contribué à l'évolution de la problématique relative à la part d'autoproduction que nous avions aussi travaillé préalablement, autoproduction des artistes du numérique. Donc, Sophie, vous avez évoqué les travaux sur le NetArt. C'était à ce moment-là, effectivement, ces artistes du NetArt. Donc, avec les stratégies de visibilité et le processus de reconnaissance des arts numériques comme art contemporain. Donc, ça a évolué en ces termes-là, avec un détachement justement. Les artistes présents pourront peut-être nous le dire, mais un détachement donc, avec l'expression art numérique en particulier. Donc, dans un contexte qui accentue l'intérêt hein, pour la création artistique numérique dans le cadre de l'économie de l'innovation, en particulier numérique. Donc ça, on avait avancé la problématique de cette manière aussi avec cette étude hein, sur les artistes en laboratoire. Donc, c'était en 2016-2017. Et on s'est intéressé aux collaborations entre artistes et chercheurs au sein de plusieurs laboratoires de recherche. Et il a été possible de cerner la place des artistes au cœur de la recherche, voire de la recherche et développement, hein, quand il y avait quand il y avait des travaux sur des logiciels et l'intelligence artificielle en particulier.
Et ce type de collaboration art-science, qui est finalement assez peu visible, offre la possibilité de cerner la création artistique ouvrant sur la créativité. Donc on a fait tout un travail avec Christian donc sur justement cette notion de créativité, mais aussi donc la façon dont l'artiste retient l'attention des chercheurs et aussi des producteurs. Donc en 2019 a émergé l'idée d'explorer les arts de la scène pour cerner si le numérique reconfigure le rapport au travail créateur depuis ses modes de production jusqu'à ses modalités de réception. Alors, le projet exploratoire qui a été accueilli en résidence Living Lab, musée au Camp, voilà, au Carrefour numérique, la cité. Sophie Géel avait rappelé ce cadre-là. Donc, c'est coordonné par Laurence Battet et Hélène Malky, avec qui nous avions déjà collaboré donc, sur les arts numériques et sur l'innovation verte dans les musées. C'était une occasion d'ailleurs où on a pu, entre autres, inviter des danseurs, effectivement connectés à des algorithmes, etc. Donc, de cette nature. Et donc, on a organisé deux rencontres Art de la scène dans le cadre de cette résidence Musée au Camp fondée sur la démarche donc, Living Lab. Juste un petit mot, donc la définition de l'INRIA, recherche informatique et automatique, dit intelligence artificielle maintenant avec l'INRIA. Alors, définit un Living Lab comme un laboratoire d'innovation ouverte. Le Living Lab place l'usager au cœur du dispositif afin de concevoir et de développer des produits ou des services innovants répondant aux attentes et besoins de la société. Alors, pour organiser ces deux rencontres, ces deux rencontres avec des artistes du monde de la scène, des chercheurs travaillant sur les arts hybrides et le théâtre, en particulier pour ces deux rencontres. Alors, au départ, l'ambition était d'embrasser plusieurs créations de scène, donc la danse, la musique, le cirque, etc. Et de proposer des ateliers aussi pour des rencontres entre artistes, étudiants, amateurs, professionnels de la culture et aussi de la patrimonialisation des ressources. On avait même envisagé la cartographie sémantique de données de cet exploratoire à partir de l'expérience Atlas Museum de Virginie Pringuet et en relation avec l'outil Recall, conçu et développé par une équipe de recherche dirigée par Clarisse Bardiot, que l'on avait imaginé tester en ligne par les participants. Donc ça, c'était avant le confinement de mars dernier. Alors, Recall est un environnement open source pour documenter et analyser les processus de création et faciliter la reprise des œuvres d'art vivant plus spécifiquement. Voilà, alors on avait également retenu un atelier avec des danseurs, Anne Langlais et Pascal Queneau, qui ont mené une recherche au Centre national de la danse sur le tuning score de Lisa Nelson, qui est un outil de composition chorégraphique. Et finalement, les danseurs n'ont pas souhaité se produire en ligne. On avait aussi travaillé un atelier pour expérimenter les gestes du comédien avec une comédienne qui n'a pas souhaité l'adapter en ligne. Parce qu'on avait travaillé quand même sur ce type d'adaptation, mais elle ne l'a pas souhaité, elle s'est retirée comme les danseurs, mais pourtant elle a accepté de rejoindre la rencontre pour un débat avec les chercheurs travaillant sur le théâtre. Alors, donc, on a révisé à la baisse l'ambition, la pandémie, tout est bloqué, annulé, et j'ai rencontré alors, grâce à Isabelle Barberis, l'artiste Emmanuel Reynaud de la compagnie AREP, qui collabore avec le réseau ACNUM, Réseau national des arts hybrides et cultures numériques, que vous connaissez sans doute. Alors, de là, nous pouvons nous interroger sur l'obligation, en cas de pandémie, de se produire en ligne pour les arts de la scène en prise avec le numérique, selon un modèle dominant d'une interconnexion d'acteurs humains et non humains. On a entendu avec aussi le Minitel tout de suite avant. Et on peut aussi se demander si se présente une épreuve, une occasion de renouveler les expériences relatives aux arts de la scène. S'il s'agit d'inventer de nouveaux échanges entre artistes, amateurs, public de la culture, chercheurs, artistes, professionnels du monde des spectacles, professionnels de la numérisation et de la sémantisation des ressources immatérielles pour une circulation des savoirs issus de la scène. D'autres questions se posent avec les données soumises au traitement algorithmique.
à la performance de vue et de clic. Ce n'est pas la même performance de scène. Hein. Et une fragmentation par l'individualisation, même si on voit donc des théâtres qui proposent des pièces en direct, en ligne, pour un rapprochement à distance. Alors avec Christian, nous avons soumis un questionnaire en ligne aux participants des rencontres, mais aussi à d'autres internautes, afin de cerner le rapport aux arts de la scène avec le numérique. Alors, chacune des deux rencontres, hein, des 16 et 18 décembre, a rassemblé environ 50 à 80 personnes, parfois un peu plus, voilà, se connectent, se déconnectent. Alors, la rencontre du 16 décembre, avec la complicité donc de Isabelle Barberis, chercheure en art de la scène à Paris Diderot, ex-Paris 7, a permis de faire découvrir l'œuvre collaborative, notamment Borar Los Bordes de Emmanuel Reynaud, que je vous présentais tout à l'heure, avec des jeunes co-auteurs et des artistes associés. Il s'agit d'une œuvre qui relève des arts hybrides, donc art au croisement des arts vivants, arts visuels et de l'art numérique. Et j'ai rencontré Emmanuel Reynaud, les jeunes co-auteurs, leur poésie, leur puissance artistique. Et j'ai également rencontré des artistes associés qui ont participé à la rencontre, hein, également en ligne, notamment le vidéaste Pascal Reynolds et aussi Vilma Collet, qui est psychologue et artiste. Donc, la rencontre a permis de découvrir un projet artistique sur les témoignages de femmes et des jeunes migrants, ainsi que sur l'art d'approcher la notion d'archives vivantes. Cette rencontre a ouvert sur le processus de création entre artistes et jeunes auteurs, sur la collaboration entre artistes, chercheurs, donc notamment Isabelle Barberis. Et selon moi, cette rencontre à distance a permis de se rendre compte, grâce aux performances filmées transmises, et aussi en live avec les corps en scène à distance, notamment donc des jeunes auteurs, combien la poésie est essentielle dans la vie. Fardine a évoqué donc cette poésie tout à l'heure. Alors, il y avait un chat aussi, donc voilà, j'ai relevé quelques avis. A été notamment apprécié le fait de saisir les coulisses d'une création, ça c'est revenu à plusieurs reprises. Alors, les échanges lors de la seconde rencontre, le 18 décembre, ont permis de discuter l'implication des publics dans la création et lors des représentations. On a eu la discussion tout à l'heure, on a entendu aussi donc cette implication donc des spectateurs. Alors, la rencontre du 18 décembre, avec la complicité cette fois de Martial Poisson, qui est chercheur en art de la scène à Paris 8, était donc par rapport à la rencontre du 16 décembre davantage orientée vers une discussion pour explorer le théâtre, un art de la présence ensemble à l'heure du numérique. Cette rencontre-discussion a rassemblé deux chercheurs, Ervina Kotolochi, que vous allez entendre tout de suite après, voilà, et puis Clarisse Bardio, et une artiste comédienne de théâtre, donc Elisa Maillot, que j'ai évoquée aussi auparavant. Alors, avec Clarisse Bardio, il était question de faire découvrir le dispositif Memorical, ainsi que les enjeux du numérique pour le monde du spectacle, notamment le théâtre, avec la numérisation des archives, la création de la création des artistes du spectacle, toute la documentation, les traces des processus de création, le traitement et la visualisation des données, toutes les métadonnées. Il a été également question de la place du spectateur, les transformations de la production du point de vue auteur, metteur en scène, quand les spectateurs sont impliqués, l'engagement du spectateur avec le numérique, l'acte théâtral et le sens quand il est reçu par le numérique. Donc, est-il question de co-innovation avec le public? Ça a donné lieu à un débat très intense entre la chercheure et la comédienne, qui avait des mots forts, comme l'obsolescence du théâtre tel qu'elle le pratique avec la scène et les spectateurs dans la salle. Martial Poisson, qui animait donc la rencontre, est intervenu pour livrer un cadre de réflexion qui n'a pas été capté ni en audio ni en vidéo. On nous l'a demandé à plusieurs reprises. Voilà, c'était un choix des organisatrices au Carrefour numérique. Donc, un visuel d'une conférence récente, Martial Poisson, je vous invite à l'écouter, donc lors d'une journée d'études du TMN Lab, que vous connaissez sans doute, le 1er février 2021 en ligne. Voilà, donc comme pour la première rencontre, nous avons retenu quelques avis sur cette deuxième rencontre. Et
voilà, il y avait des avis surtout à propos des usages des technologies numériques dans le processus créatif, hein. Il y a un grand intérêt pour saisir, hein, vraiment le rôle, la place du numérique dans le processus de création et dans le développement aussi des publics qui avaient un intérêt. Également, donc, un intérêt pour saisir si les spectateurs peuvent attendre avec le numérique un autre modèle que la rediffusion, hein, de spectacles vivants en live ou même en replay. Voilà. Donc, je pense que j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est bon. Donc, on pourra comme ça échanger tout à l'heure. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Geneviève. Effectivement, voilà, vous avez respecté parfaitement votre temps. Merci beaucoup pour ces pistes de recherche, hein, autour du théâtre et du numérique. J'ai compris que vous étiez voilà, encore en train de creuser, d'explorer, hein, voilà, à la fois la manière dont les institutions, les acteurs du théâtre vivent donc ces injonctions, d'où qu'elles viennent, hein, ces injonctions à la numérisation. Nous allons donner la parole maintenant donc à Ervina Kotoloshi. Ervina Kotoloshi a soutenu sa thèse en 2020 sur les représentations des usages des réseaux sociaux numériques dans les mises en scène contemporaines. Donc, votre présence, Ervina, était vraiment tout à fait au cœur de nos préoccupations. Donc, nous sommes vraiment très, 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 très contents que vous ayez pu y participer. Donc, votre thèse est en études théâtrales, vous l'avez conduite à Paris 3. Et aujourd'hui, vous nous proposez une intervention sur le thème « Vers l'émiettement du corps, la parcellarisation et la fabrication de la présence ». Je vous donne la parole. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'y participer à cette journée d'études. En fait, quand il s'agit de ma thèse, je me suis beaucoup concentrée sur le rôle du spectateur, surtout, et les réseaux sociaux en tant que dispositif de production d'expériences pour les spectateurs, et aussi comme dispositif de la documentation de l'expérience. Mais dans le cadre de cette journée d'études, je vais me concentrer surtout sur la présence et la fabrication de la présence par les comédiens sur scène. Je vais commencer d'abord avec plusieurs théories de la présence et ce que les nouvelles technologies provoquent ou introduisent au niveau de la présence sur scène. Je ne sais pas si vous avez accès à mon PowerPoint. Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait. Très bien. Les nouvelles technologies contribuent, d'après plusieurs chercheurs, à la prolifération et l'hybridation des formes de présence de l'acteur sur le plateau, que ce soit sur le plan visuel ou sonore. Béatrice Picovalin, dans l'ouvrage collectif Les écrans sur scène, parle de registres de présence, observant que sur le plan visuel, les projections peuvent influencer, morceler, démultiplier, manipuler, amplifier la présence de l'acteur en chair et en os sur scène. Alors que Didier Plassard parle de modes de présence réels ou sur l'écran qui introduisent des degrés différents de présence sur scène, témoignant entre autres notre impossibilité d'entretenir des relations directes avec autrui et de notre voyeurisme qui préfère contempler l'image plutôt que de regarder la présence en chair et en os d'une personne. Didier Plassard remarque une interaction, une mise en tension de différents degrés de présence sur scène, la présence physique et sa médiation, le corps en chair et en os et sa projection sur scène. Concernant la présence, concernant la définition de la présence,
Hans Gumbrich définit la présence comme ce qui est présent pour nous et devant nous, à portée de main et de toucher. Il distingue en fait la présence de la production de la présence qui est directement liée à la matérialité des outils avec lesquels nous nous mettons en contact avec autrui. Selon lui, la matérialité des outils crée inévitablement un effet de tangibilité, une sensation ou perception d'être touché et de toucher ce qui produit forcément de la présence. Toutefois, ce n'est pas utile de préciser que les différents outils touchent à des degrés différents les individus. Quant à Josette Ferral, elle distingue la présence de l'effet de la présence. D'après elle, dans le théâtre contemporain, cet effet de présence est plutôt une illusion de présence puisque les spectateurs comprennent ouvertement qu'ils assistent à une illusion. Alors que Jan van Dijk souligne que chaque média produit sa propre expérience de présence. Selon lui, vu que le téléphone portable est l'outil par excellence de la convergence de tous les médias, alors il est l'outil par excellence de la convergence de toutes les expériences de présence à distance. Pour analyser et séparer les différentes expériences de présence en réseau, il s'appuie sur 9 capacités importantes des médias: la vitesse, la portée, la capacité de stockage, la précision, la sélectivité, l'interactivité, la richesse de stimuli, la complexité et la protection de la vie privée. Ce qui est le plus important dans notre cas, c'est que cette expérience sensorielle à distance est artificielle et soumise aux modalités du code binaire, qui peut accentuer un des sens au détriment de l'autre, qui peut sélectionner un des sens au détriment de l'autre. Les réseaux sociaux numériques, notamment, offrent une puissante richesse d'expériences sensorielles qui peut être même une surcharge. La combinaison d'images fixes et en mouvement, des sons, du texte, des autres données influe à la surcharge d'informations et à l'artificialité de l'expérience de la présence. Quant à Camille Baker, elle suggère un nouveau terme, le ressenti, pour définir les nouvelles modalités de présence en ligne. Les nouvelles technologies mobiles et les réseaux sociaux numériques introduisent une nouvelle modalité de présence, le ressenti, Vertness, qui se concentre sur le fait de sentir quelqu'un, de sentir sa présence dans le même espace physique que nous, malgré son absence corporelle. Le ressenti est caractérisé par une dimension tactile, la sensation d'être touché physiquement ou émotionnellement par quelqu'un alors qu'il est absent physiquement. Pour vivre le ressenti d'après elle, il faudrait que nous soyons impliqués physiquement ou émotionnellement avec les autres dans la même activité ou expérience que les autres. Alors qu'une autre chercheuse, Mélisa Bertrand, parle de sensation de présence. Ce qui nous paraît intéressant, en fait, c'est l'observation de Philippe Ostrander sur la présence des plateformes elles-mêmes. Website goes live, ce qui signifie que les plateformes ont leur propre présence et les plateformes ont leur propre manière d'être présentes. Elles réagissent, interagissent et alimentent l'une l'autre. Ostrander observe que l'expérience de la présence, liveness, ne peut plus être limitée à l'interaction entre les acteurs humains. Il propose ici une lecture de ces différentes présences en ligne par la connexion et par l'interaction avec ces outils et plateformes numériques. Leur capacité d'agir et réagir est très importante d'après lui. Une boucle de rétroaction se met en place entre les différentes formes de présence composées d'acteurs humains et non humains, de connus et d'inconnus en ligne.
une interdépendance entre l'outil et le cœur qui est créatrice de sens et de présence. Alors que Camille Baker, inspirée de Richardson, parle de technosoma. Technosoma qui décrit en fait l'incorporation des technologies et des équipements dans notre propre organisation corporelle. Bonnie Maronka, en analysant le spectacle Firefall de John Jasur, parle d'un homme média pour décrire en fait l'interdépendance entre les usagers et les outils qui introduit sur scène une autre façon d'exister linguistiquement, visuellement, spatialement et numériquement dans la société contemporaine et notamment sur scène. Alors que Jeanne Van Dijk remarque l'humanisation de la relation entre les individus et leurs outils numériques, une humanisation qui se manifeste par la personnalisation de la relation entre l'usager et son outil numérique. Le contrôle croissant de cette relation peut fasciner l'individu plus qu'une relation humaine instable, changeante et incontrôlable d'après lui. Ainsi, un partenariat se met en place entre l'usager et son téléphone portable. Ce dernier aide l'individu à exposer sur les plateformes socio-numériques une meilleure image de soi. L'outil peut être un second soi amélioré, retouché. Cette relation intime entre l'usager et l'outil rend en fait l'usager expert de la parcellarisation et de la fabrication de sa présence sur les réseaux sociaux numériques. Mélissa Bertrand, en analysant le spectacle E-Show de petites cellules chaudes, note une fabrication soit en direct, soit en différé de la présence à distance par l'usage des outils numériques et des plateformes socio-numériques. Par exemple, dans le spectacle E-Show qu'elle analyse, les spectateurs assistent à une construction et une mise en scène de la présence, puisque les acteurs se livrent délibérément aux différents cadrages de la caméra pour renvoyer la meilleure image possible aux usagers avec qui ils communiquent en ligne. Pour cacher la présence des spectateurs dans la salle, les acteurs aussi positionnent et soignent le cadrage de la webcam, donnant l'impression aux interlocuteurs d'être seuls. Ce qui montre une autre caractéristique des réseaux sociaux numériques, selon Mélissa Bertrand, qui sont avant tout un procédé performatif avec lequel les acteurs peuvent jouer et interagir. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces outils numériques et ces plateformes socio-numériques, nous avons le choix de sélectionner le degré de présence que nous voulons médiatiser dans la vie quotidienne. Nous avons le choix parmi plusieurs présences parcellaires, écrire uniquement en texto, envoyer uniquement un message vocal ou associer tous les canaux de l'information pour une production de présence presque optimale, s'approchant de la présence en face à face. Ces présences parcellaires introduisent l'accentuation d'un des sens, l'ouïe ou la vue. Par exemple, la surcharge d'un sens, l'audibilité du texte prend le dessus sur les autres sens. Les outils numériques et les plateformes socio-numériques, en accentuant un sens au détriment de l'autre, introduisent entre autres une surprésence du texte. Par exemple, dans le spectacle Contrôle X, écrit par Pauline Peyrat et mis en scène par Cyril Test, la présence par la projection des messages écrits ou par la voix coupée du corps propre de l'acteur dépend des outils numériques et crée sur scène un effet personnage. Des personnages qui ne peuvent pas avoir accès à l'espace physique de la comédienne
et qui préfère faire irruption dans son espace privé intime par la voix ou le texte. Les outils numériques et les plateformes socio-numériques, dans ce cas, sont de vrais partenaires dialogiques transmettant une voix médiatisée ou un texte envoyé sur un outil numérique ou une plateforme socio-numérique. Le spectacle Contrôle X montre à quel point d'autres présences, par l'intermédiaire des outils numériques, peuvent habiter l'espace privé du personnage principal. Des voix qui l'importunent sans cesse, des voix dont le personnage ne peut plus se déconnecter, sauf si elle désactive tous les outils numériques, en l'occurrence le téléphone portable et l'ordinateur. Nous remarquons aussi que la comédienne, grâce à ses partenaires dialogiques complètement modulables et ajustables, peut contrôler le degré de présence de l'autre sur scène. Si elle veut établir une relation purement textuelle avec les autres, une relation sonore ou une convergence du texte, du son et de l'image. Grâce aux outils numériques, les comédiens sur scène peuvent également dissocier l'image du son, choisissant ainsi uniquement un des canons de l'information. Plusieurs fonctionnalités sont à leur portée de main qui leur permettent le cadrage d'une partie du corps, la fragmentation de la présence, l'application des filtres, la création des filtres géolocalisés, etc. De par ces filtres personnalisés, l'espace physique affecte la présence parcellaire en ligne. Dans le cadre de la formation du jeu d'acteur en téléprésence proposé par Julien Brun, les étudiants apprennent à contrôler leur degré de présence comme nous pouvons en voir sur l'image. Au début, ils mettent en contact les deux salles à distance par le son, parce qu'il faut savoir que deux groupes d'étudiants sont divisés dans deux espaces différents et ces deux espaces sont mis en connexion et en interaction par l'utilisation d'un dispositif, d'un logiciel. Ainsi, les étudiants sont dans le noir dans deux salles différentes à distance. La relation et la connexion entre les deux lieux commencent par ce qu'ils disent. Les échanges verbaux entre les étudiants contribuent au décloisonnement des deux espaces. Ils apprennent que chaque élément de la production de la présence a ses propres forces et ses propres faiblesses. En utilisant les outils numériques dans l'ère de jeu, les comédiens en formation apprennent à soigner les forces et les faiblesses de la parcellarisation de la présence pour établir un équilibre entre les deux endroits connectés. Selon Julien Brun, les caméras du téléphone portable suggèrent une autre narration, une autre créativité plus près du réel qui s'éloigne du langage cinématographique qui permettrait le vrai zoom, le travelling, la profondeur de champ, le flou, etc. Ces outils numériques deviennent un focus intense sur les endroits où il y a une concentration optimale de présence et d'activité d'après lui. Malgré le manque de cadrage… Ervina, si vous voulez bien conclure. Oui, je vais passer direct, excusez-moi. Je vais parler très brièvement de la présentation de Marion Sieffert dans le spectacle Jeanne d'Arc de Marion Sieffert. Vous savez que Marion sera avec nous tout à l'heure, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, mais vous voulez bien. Oui, la proximité entre l'outil et la comédienne introduit sur scène une représentation fragmentée du corps. La caméra du téléphone portable devient un miroir dans lequel la comédienne prend le contrôle actif de son regard et de celui des autres, à travers lequel elle contrôle la fabrication et la parcellarisation de la présentation de son corps sur les réseaux sociaux numériques.
Ainsi, par l'acte apparemment simple de cadrer l'image, la comédienne offre non seulement sa perspective, mais elle quitte l'œil du spectateur et son attention. Cet objectif miroir devient une extension de son corps avec lequel elle interagit. Elle produit certains comportements spécialement pour lui, pose, sourit, lui fait face directement. Une présentation du corps à la première personne qui est au plus près de son corps et qui enrichit la grammaire gestuelle de la comédienne. Et ce qui est important dans le cadre de ce spectacle, c'est que lorsque la relation intime entre la comédienne et l'objectif miroir sur scène permet à la comédienne de maîtriser la parcellarisation et la fabrication de la présence sur Instagram, alors que la scène devient un lien d'interaction, de mise en tension de différents degrés de présence. La présence physique et sa médiation parcellaire, le corps en chair et en os et sa projection morcelée sur le réseau. Lorsque la comédienne veut avoir une représentation de l'ensemble de son corps, elle est obligée de s'éloigner ou de se détacher de l'outil, d'utiliser un stabilisateur ou un trépied posé par terre. Et pour conclure, nos présences sur les réseaux sociaux numériques sont multiples, hybrides, continues mais plurielles. Par conséquent, la présence fracturée ou distribuée de soi sur les réseaux sociaux numériques diversifie les registres de présence sur scène. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci Ervina Kotoloshi. Nous allons prendre un tout petit peu de retard. Nous allons nous accorder, voilà, ce que je vous propose, c'est que nous avions prévu une pause d'un quart d'heure, donc on va pouvoir rogner un petit peu sur cette pause. Je vous propose qu'on la diminue à 5 minutes, qui sont quand même nécessaires pour qu'on pour retrouver un peu d'attention. Donc là, nous allons avoir un petit espace d'échange. Si vous voulez bien, Ervina, quitter l'écran, partager. Voilà, nous allons jusqu'à 11h15. Nous pouvons organiser un petit débat sur les 3 interventions très riches que nous avons eues ce matin. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des réactions? Donc, on a... Oui, ben peut-être moi, je pourrais poser une petite question par rapport à la deuxième intervention. Évidemment, moi, les questions de médiation culturelle liées avec des pratiques numériques m'intéressent fortement dans le cadre de ma thèse actuelle. En fait, vous avez fait mention justement de la patrimonialisation des ressources. Et moi, c'est un des premiers constats que je me suis posé, en fait, parce que les musées, les lieux patrimoniaux, les bibliothèques également ont depuis déjà plusieurs années et même actuellement beaucoup de dispositifs en main pour faire de la médiation culturelle via le numérique. Et en fait, je me posais la question, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette patrimonialisation du fait que probablement que toutes ces institutions-là ont des œuvres ou des contenus qui sont facilement numérisables et qui sont facilement transmissibles, du moins qui se portent facilement à la numérisation, tandis que le théâtre, c'est peut-être un peu plus difficile. On doit aller chercher peut-être les données créées par la scène ailleurs et peut-être même les traiter, avoir une réflexion un peu plus profonde ou du moins y réfléchir plus profondément parce que peut-être ça se porte un peu moins. Donc, j'aimerais juste avoir un peu votre avis là-dessus. Voilà, on va quand même essayer de rester sur les enjeux du théâtre, hein, plus que sur la médiation du théâtre, mais je comprends bien que ce qui est apparu aussi dans les interventions de Geneviève Vidal et de Christian Papillou, c'est que les intérêts sont croisés entre voilà, le numérique impacte à la fois le théâtre
en tant que domaine artistique, et puis les relations, donc la médiation avec le public, et puis la médiatisation elle-même, hein, du théâtre et peut-être de son patrimoine. Mais je ne voudrais pas qu'on aille trop sur la question du patrimoine, qui est un petit peu, me semble-t-il, un petit peu marginal par rapport aux enjeux importants. Sophie, si vous me permettez quand même, pour répondre à Gabrielle, hein, qui a cet intérêt, et d'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai particulièrement tenu effectivement à cette dimension, donc en invitant aussi donc, des chercheurs. Alors, je dirais juste que les travaux de Clarisse Bardiot, hein, Gabrielle, moi, je vous invite à la contacter. C'est justement parce qu'il y a pas seulement la question de la numérisation, mais aussi la sémantisation. C'est énorme le travail à faire, c'est des corpus énormes. Alors, Sophie, juste pour recentrer, justement, peut-être ce qui semble intéressant dans ces travaux, c'est le fait de numériser, sémantiser aussi le processus de création. Vous voyez ? Donc ça c'est important. Si je prends juste l'exemple, en tout cas, allez voir Gabrielle, projet Cunningham en particulier, donc sur les expérimentations de Cunningham avec le logiciel Recall. Voilà, c'est-à-dire que bien sûr il y a de la médiation, Sophie, hein, mais il y a tout un travail, voilà, pas seulement de numériser pour faire état, mais aussi de rendre compte d'un processus. Et c'est ça qui me semble extrêmement intéressant et qu'il faut effectivement poursuivre, hein. Et donc, Gabrielle, apparemment, est très motivée pour ça. Mais j'invite tout le monde à découvrir ça. C'est très intéressant et important pour ces enjeux du numérique pour les arts de la scène. Merci. Merci beaucoup. Fardine, tu voulais intervenir ? Oui, j'avais une question à poser. Vous m'entendez? Oui. Et j'avais une question à poser à Mathilde par rapport au spectacle, puisque je trouve ce n'est pas toujours le cas d'utiliser le numérique, puisque l'utilisation du numérique, il y a ces deux voies. La voie pour accentuer, amplifier les effets de la scène ou rajouter des choses, mais cette voie d'utiliser, c'est-à-dire quand on implique le spectateur, qu'on lui force, qu'on lui impose un rôle comme un drone, et puis qu'on le manipule, c'est-à-dire on obtient un pouvoir sur lui pour lui faire vivre par distanciation, donc cette manipulation. Et je voulais savoir si, Mathilde, est-ce que pendant ces spectacles, tu as pu recueillir les ressentis? Je suis très curieux d'entendre les recueils des ressentis, des retours des spectateurs après le spectacle. Peut-être qu'avant de répondre, Alexandra, ça serait une question par rapport à Mathilde ou pas? Oui. Je me demandais si je groupais, voilà, si j'allais grouper vos deux questions, et puis on entendra Mathilde répondre. Mais elle est assez différente parce qu'elle concerne le Minitel. En fait, la présence de cet outil, ou ce dispositif plutôt rétro-futuriste dans ce spectacle m'intéresse énormément. Maintenant, Mathilde Gentil n'est pas la seule à travailler actuellement ou enfin ces derniers temps sur le Minitel. Donc, je m'interroge sur ce fait que plusieurs artistes actuellement déterrent le Minitel. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette technologie? Je crois qu'on peut encore approfondir le rôle de cette technologie qui est parfois présentée aussi comme alternative, hein. Alternative qui a malheureusement disparu, alternative française face aux GAFAM qui à l'époque n'existaient pas sous la même forme, mais enfin voilà. Et vu que Mathilde en a finalement assez peu parlé, enfin de ce choix du Minitel, eh ben, ça m'intéresserait de l'entendre. C'est vrai que
je connais des artistes qui s'étaient réunis dans un labo qui s'appelle Pas Mal, hein, à Avignon, autour d'Emmanuel Guez, autour de la réactivation du Minitel, et qui s'inscrivait dans une archéologie des médias, voilà, dans l'héritage de Kittler, Friedrich Kittler. Donc, en fait, est-ce que là, c'est la même chose? Est-ce que c'est la même démarche? Enfin, tout ça m'intrigue énormément. Merci. De Gentil, si vous oui. voulez bien répondre à ces deux questions, donc en fait, qui vont peut-être vous permettre d'approfondir encore des éléments de votre intervention relatifs à la dimension critique, en fait, de ce spectacle. Oui. Alors, pour vous répondre, Fardine, c'est un spectacle qui n'a pas encore été créé. Donc, il est créé au printemps, là, dès que les théâtres seront rouverts au Cube. Après, on a travaillé sur différentes étapes de création avec des spectateurs qui ont permis de nous faire des retours sur l'expérience. Il y a évidemment une question assez forte sur le fait d'incarner un personnage meurtrier, on va dire ça comme ça. Après, tout ça est écrit et fait de façon extrêmement ludique. Donc, je pense qu'il y a une distance par la fiction qui est permise. Je pense que véritablement, à aucun moment, le spectateur ne se dit qu'il incarne réellement un assassin et que réellement il va tuer finalement aussi le comédien qui est en face de lui. Il y a une absurdité dans la situation et dans l'accueil du public, c'est-à-dire que on vous accueille en tant que public et on vous attribue un rôle, celui d'un mercenaire. Par contre, on vous attribue ce rôle et on vous accueille au travers d'une machine pour aller tuer un gars qui est à 2 mètres de vous. Et ça, c'est des retours de spectateurs qu'on a pu avoir, mais tout en nous disant, il y a un pacte qui est créé, qui est en fait le pacte du théâtre finalement, qui est on pose un cadre narratif fictionnel et on y croit, comme dans je ne sais quelle pièce, on va accepter, on va dire, que d'un coup on est en Asie ou au IIe siècle, par exemple. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Je dirais que vraiment on crée un pacte et c'est par le biais de la fiction et par le ludisme aussi. C'est-à-dire que vraiment on a travaillé à faire en sorte que ce spectacle et cette expérience sur les Minitel soit celle d'un jeu et que ce soit drôle, que ce soit ludique, avant tout et pour tout. Voilà. Ensuite, pour vous répondre, Alexandra, le Minitel, je ne sais pas tellement... Ça s'est imposé un peu de la même façon que Loterie solaire s'est imposé à moi après une phase de recherche sur le streaming interactif, c'est-à-dire que au tout début de l'écriture et de la conception du spectacle, j'étais sur les questions de jeux vidéo, encore une fois de streaming de la scène et de développement de plateformes. Donc en fait, il y a eu une première étape du spectacle où l'expérience de jeu en lien avec la scène était sur un site web. Un site web qui était déjà en fait dans une esthétique assez low-tech et vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait très 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 peu de design. On était sur vraiment ce qui peut y avoir de plus basique en termes d'affichage et d'informations à transmettre. Vraiment comme si, vraiment dans l'idée de rentrer au plus profond de la machine et d'être sur une expérience qui soit la plus directe possible et pas dans laquelle on ne se noie pas avec plein d'animations ou de tout ça. Et puis, on a testé ça en public, on a testé ce que ça donnait aussi scénographiquement, d'avoir des ordinateurs et des ordinateurs du coup qui renvoyaient clairement à notre époque contemporaine. Ça fonctionnait pas, enfin ça racontait pas ce qu'on avait envie de raconter.
Et puis en fait, un jour, c'est ah ok, bah, ce sera des Minitel. Et là, ça a orienté vraiment toute l'écriture et le spectacle dans son sens actuel. Et je pense vraiment dans le sens qu'on avait envie de donner de cette adaptation de ce roman-là. Voilà, après, je connais le groupe de recherche dont vous parlez et effectivement, à partir de là, je me suis dit: «Ah oui, mais ça va dans une démarche en fait qui est et qui doit être aussi quelque part, assez politique quoi, finalement, de se dire: «Bah, voilà, on réhabilite un objet qui est passé, qui encore une fois a été rangé dans les placards, qu'on a tiré un trait dessus. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce monde qui toujours en fait programme, va plus loin, dit que cet iPhone au bout de 2 ans il est déjà mort. Voilà. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on apprenne à réparer. Donc, il faut qu'on apprenne à la logique de la machine, qu'on apprenne comment ça fonctionne, qu'on puisse en fait être moins face à des objets qui sont complètement fermés et verrouillés, et puis et avec cette logique, ah c'est magique, et puis je me pose pas de questions, ça m'emmène à un endroit ou à un autre. Voilà, alors moi, par exemple, tout ça, c'est un processus qui est long parce que, à la base, je suis pas développeuse, j'ai une connaissance du numérique qui est, très, très superficielle, comme la plupart des gens. C'est-à-dire que, je sais pas, ou en tout cas, je suis en train d'apprendre comment est fait mon ordinateur à l'intérieur, et cetera, et cetera. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, oui, tout à fait. Et c'est passionnant, je trouve, de voir comment, en tout cas, le projet de spectacle, ce qu'on en a compris, hein, grâce à vos explications ce matin, voilà, va vraiment dans le sens d'un théâtre qui permet de prendre conscience, alors comme vous le dites, de façon critique, avec la fiction, etc., mais peu importe, qui permet de prendre conscience des enjeux politiques des industries culturelles. Et parce que bon, tuer quelqu'un qui est en face de vous, c'est juste c'est même pas une métaphore. Enfin, je veux dire, vous transposez un élément absolument récurrent des jeux vidéo les plus vendus. Et donc, effectivement, l'incarnation, le jeu, hein, les concepts que nous a donnés ce matin Ervina Kotoloshi sont très intéressants. Hein, cette question de la parcellarisation, des gradations de parcellarisation de présence sur les réseaux sociaux, ou de façon plus générale d'ailleurs sur l'ensemble des plateformes numériques et des outils numériques. Le théâtre permet de confronter des degrés de présence et du coup de réincarner des enjeux qui sont invisibles en fait, enfin qui sont difficiles d'abord par rapport auxquels il est très difficile de lutter seul, et puis qui sont très difficiles à figurer quand on est dans un contact direct avec des technologies que nous avons trop intériorisées. Donc c'est très passionnant ce que vous dites sur pourquoi on prend le Minitel, c'est parce que du coup ça crée un effet de distanciation, probablement que ça participe des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce média. Et puis, voilà, ça permet du coup de créer un espace de pensée autour de ces techniques. Donc, vraiment, voilà, vraiment très, très intéressant. Laurent Chaumel, voulez-vous poser une question? Peut-être Oui, si le confinement se prolonge. Oui, non, mais je peux aussi, voilà, c'est parce que en tant qu'amateur de théâtre, je me souviens d'Ariel Mouchkine, il y avait 1789, où le public jouait le peuple français en train de faire la Révolution, et donc c'est vraiment un processus qui est très intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, les publics sont comme nous sommes là en ce moment derrière les écrans, et donc je me demandais si par hasard, si le confinement perdurait, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens, en tout cas une réflexion pour vous à entamer sur le fait d'intégrer le public un petit peu comme nous sommes là, c'est-à-dire en distanciel avec les acteurs en présentiel, et justement un rôle à leur donner, je ne sais pas exactement lequel, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ou même qui pourrait carrément s'intégrer dans votre spectacle?
Eh bien, alors, comme je le disais, la création de ce spectacle, elle est née après une recherche sur le streaming interactif. Donc, on a débuté la création du spectacle sur des dispositifs où, effectivement, les spectateurs pouvaient être connectés sur Internet. Et donc, cette étape dont je parlais tout à l'heure à Alexandra, où on était sur un site web classique, pouvait se jouer comme ça. Il se trouve que la création ayant évolué vers cette forme avec un Minitel dont on parle, on est en fait sur un jeu qui est codé spécialement pour cette machine-là, et donc qui n'est plus transférable vers un site web classique. Donc ça, c'est la première chose, c'est que là maintenant, bah, on a une forme qui invite les spectateurs en présentiel, et du coup, tout le spectacle aussi, c'est écrit autour de cette technologie-là et de cette expérience-là en présentiel, avec ce rapport dont on parlait à l'instant, de cette absurdité. En fait, j'ai une mission de tuer un gars qui est juste en face de moi. Donc, en fait, si le confinement se prolonge sur ce spectacle-là tel qu'il est dans sa création actuelle, ça demanderait une réécriture et une réadaptation, parce que je pense vraiment, enfin en tout cas, c'est mon intuition, que on ouvre des espaces assez hybrides de performance en ligne, et que ça demande une écriture spécifique audiovisuelle, technique, et qu'en tout cas, il faudrait l'écrire et le concevoir en ce sens-là. Donc du coup, moi, ça m'intéresserait, bien évidemment, parce que c'est un endroit de recherche qui m'intéresse depuis longtemps. Mais à partir de cette forme-là et liée au Minitel, ça demande une réécriture et du coup un gros temps de création. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Je ne vois pas de questions. Je pense que pour ne pas trop retarder la suite de la journée, nous allons faire une petite pause de 5 minutes. Oui, il y a une question. Allez-y Pedro Torres. Ouais, bonjour tout le monde. En vrai, si je peux, j'aimerais juste poser deux petites questions, un à Mathilde et une à Ervina. Bon, à Mathilde, j'aimerais savoir un peu, comme tu vois, justement ces genres de questions sociopolitiques, c'est-à-dire moi, dans mon projet de recherche qui a un rapport entre théâtre et technologie, je me demande toujours de comment porter sur la scène des questions qui font partie de la vie politique contemporaine, c'est-à-dire toute cette question de post-vérité, de manipulation d'informations, de propagation de messages en masse, tu vois, la manipulation à travers l'algorithme, toutes ces questions qu'on parle quand même au bar parfois avec des amis et tout, c'est-à-dire elles sont présentes dans la vie contemporaine, mais qu'elles sont vraiment en train de changer des vraies choses, non? Et là, tu vois, négationnisme et tout ça passe un peu pour pour ces outils technologiques et la manipulation d'informations. Je me demande comment transporter tout ça sur la scène, comment réfléchir, utiliser le théâtre, soit pour réfléchir, mais soit pour donner une espèce de forme, d'esthétique à ces phénomènes sociopolitiques. Et j'aimerais bien t'écouter un peu sur ça. Et je peux tout de suite, la question à Ervina sur la question de la présence, parce que aussi, moi, je me demande beaucoup, j'ai part de principe que la représentation théâtrale, elle est une espèce d'artificialité. Et alors, à ce point, je me demande, bon, la technologie, elle est aussi artificielle. Et alors, Ervina, j'aimerais t'écouter aussi sur cette question. Comment ça se passe, la présence de cet artificiel? Comment tu penses que le public, il voit si dans un spectacle, la représentation, elle vient remplacer pour la complète artificialité, c'est-à-dire si on replace l'humain et donne place à un spectacle où la technologie est protagoniste, comment tu penses que le public il voit ça? Parce que justement, il y a certaines limites
que la technologie, elle ne peut pas représenter comme un acteur, par exemple. Je ne sais pas si je m'explique, mais merci beaucoup de m'avoir. Oui, merci. Alors, on va faire des réponses très courtes parce qu'il faut absolument que nous arrêtions d'ici 2 minutes parce que sinon, ça va être… voilà, ça va s'enchaîner. Puis les questions que vous posez, Pedro Torres, elles vont être aussi retravaillées dans les autres tables rondes. Donc, je pense que vous aurez matière à réflexion par la suite. Alors, soit… Voilà, donc peut-être Ervina, si vous voulez répondre en premier, et puis, mais de façon vraiment très très brève, s'il vous plaît. Oui, je peux répondre. En fait, pour reprendre ce que Sophie Géel a dit, il y a un effet de distanciation qui se crée par différents degrés de présence et je pense que c'est intéressant de voir aussi comment les différentes artificialités, l'artificialité du théâtre qui est l'art de l'illusion, en coprésence avec l'artificialité des réseaux sociaux numériques ou des nouvelles technologies peut créer en fait un effet de distanciation et une réflexivité au sein des publics. Je pense que ça peut être très intéressant de voir ce que cela provoque. Mais qu'est-ce que cette artificialité des nouvelles technologies peut provoquer chez les publics? Je ne peux pas vous le dire parce que c'est un sujet à part. Il faut des recherches supplémentaires pour voir ce que la confrontation et la mise en tension entre les deux peut provoquer. Merci beaucoup, Ervina. Mathilde, juste… Alors, un nouveau sujet pour votre prochain spectacle. Oui, en fait, merci de la question. Je pense que c'est effectivement un sujet à part entière et qu'il faut savoir exactement aussi ce qu'on voudrait raconter. Après, moi, je sais que je trouve formidable les questions du game design pour amener certaines réflexions et les amener en fait par le biais encore une fois, du ludique. Voilà, je pense que dans les jeux vidéo et dans les écritures qui leur sont liées, il y a pas mal d'outils. Voilà.